Alors on va démarrer, comme je vous le disais, sur notre premier sujet. Et pour ce premier regard centré sur le manager, j'ai le plaisir d'appeler à nous rejoindre Henri Ducré, qui est ici, Paul Boffa-Combi, qui est à ses côtés, Lucille Keane, qui n'est pas très loin, voilà, chère Lucille, venez, et Gilles Cosson. Voilà, je vous laisse vous installer et je vais me permettre de vous les présenter. Alors je vous dois aussi des excuses pour Florence Dumès, qui était annoncée, qui est adjointe au directeur de l'éthique du groupe Renault, qui a été appelée pour un déplacement à l'international, mais avec lesquels nous avons préparé en amont, et j'espère on pourra donner quelques éléments sur la stratégie qui a été celle de son groupe sur le sujet. Alors Henri Ducré, vous êtes directeur général adjoint du groupe Engie, ingénieur formé dans cette noble école, si je suis bien informé. Votre parcours riche vous a conduit jusqu'à il y a quelques mois à assurer de nombreuses fonctions, mais notamment le beau métier, et je reprends vos mots, de DRH du groupe que vous étiez jusqu'à il y a encore peu et qui, je pense, exprime une sensibilité toute particulière à ce sujet, non pas qu'elle soit l'exclusivité des DRH, mais quand même. Engie, c'est plus de 150 000 collaborateurs, 70 pays du monde, un peu plus de 66 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et c'est à la fois on dit premier producteur électrique indépendant dans le monde, premier fournisseur d'efficacité énergétique dans le monde et premier importateur, je crois, de gaz naturel en Europe. Paul Boffa-Combi, vous êtes membre du bureau de la commission innovation sociale et managériale du MEDEF. Votre parcours professionnel vous a conduit dans de grandes entreprises, je citerai Danone, Procter & Gamble, Accenture, et depuis une quinzaine d'années, vous travaillez sur le coaching de dirigeants, plutôt du CAC 40, la conduite du changement, et parallèlement, vous êtes engagé au MEDEF comme membre de la, on l'a dit, commission innovation sociale, mais aussi vice-présidente du comité égalité professionnelle. Alors, vous avez aussi commis un certain nombre d'ouvrages, et je citerai simplement le dernier, Leader collectif, un nouvel art du pouvoir chez Duno, au début de cette année. Et puis, nos deux étudiants, qui sont tout loin, mais que je vois. Alors, Lucille Keane, vous êtes étudiante en apprentissage dans cette maison, aux arts et métiers, en fin de deuxième année, en formation spécialisée dans l'énergie, et vous êtes actuellement en alternance dans un grand groupe du secteur de l'énergie. Alors on imagine que vous êtes nourri de votre expérience dans cette industrie pour vos questions, on le verra tout à l'heure ensemble. Je précise que vous êtes également très engagé dans la vie sociale et associative de cette école, ce qui n'est pas rien. Gilles Cosson, mon cher Gilles, vous êtes en formation d'ingénieur au CESI et il s'agit pour vous d'une reprise, d'une réorientation de votre vie professionnelle après avoir passé, je crois, près de 18 ans au sein de l'AFNOR, qui est une organisation pas tout à fait indifférente au sujet que nous abordons et qui éclairera, je n'en doute pas, vos propos sur le sujet. Je propose, si vous êtes d'accord, une première question tour de table, en fait assez basique, mais qu'est-ce que pour vous un manager éthique et responsable? Et si vous le permettez, je vais d'abord tourner vers nos étudiants pour savoir ce qu'ils mettent derrière, ce qu'ils attendent d'un manager éthique et responsable. Quelle vision en ont-ils? Qui veut commencer? Ouais. Bonjour à tous. Alors, pour définir un manager éthique et responsable, moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est l'humain déjà. Le manager doit être tourné vers l'humain. Et pour moi, c'est vraiment faire le parallèle entre cet humain et les bienfaits de l'entreprise, les besoins de l'entreprise. Et pour moi, vraiment, je leur dis encore, mais l'humain, c'est le plus important pour un manager. Un manager qui ne se tourne pas vers l'humain, c'est pas un manager qui... Pour moi, c'est pas un bon manager. Donc on en parlera après, forcément. Mais voilà. Gilles. Alors pour moi, un manager du futur, donc un éthique du manager, c'est quelqu'un qui est responsable, qui a une droiture et qui a une exemplarité vis-à-vis de son encadrement et également de ses subordonnés. Parce que pour moi, un manager, il doit montrer la voie et ne pas laisser quelqu'un derrière lui en détresse ou qui peut être embêté sur des problématiques et après se dire cette personne-là, finalement, elle ne vaut pas le coup dans l'entreprise. Ouais. Donc c'est vraiment le faire monter en compétence, essayer de l'aider. Ouais. Voilà, sur différents aspects du métier. Voilà. Donc il est aussi
développeur, peut-être parfois protecteur, quand l'environnement ou quand sa situation peut le... Tout à fait. D'accord. Comment réagissez-vous, Henri Ducret? Alors, à la fois sur cette question du manager éthique et responsable, et puis sur la vision qu'en ont nos étudiants. Alors, dans manager éthique et responsable, il y a 3 mots, et je pense que le défi, c'est d'être les 3 à la fois. Alors, n'oublions pas que c'est un manager, donc il est quand même payé pour développer un business profitable. Faut pas l'oublier. Ne faisons pas d'angélisme. Voilà, disons on les peut être choses. très angélique, mais enfin, voilà, un manager, c'est quelqu'un qui développe un business, qui fait gagner de l'argent. Mais alors, je peux vous assurer que c'est pas suffisant du tout. On demande beaucoup plus que ça à un manager aujourd'hui. Donc, on lui demande d'être éthique. Ça, éthique, c'est dans le titre que vous avez indiqué. Mais éthique, ça veut dire beaucoup de choses. Et quand on demande d'être éthique, sur l'éthique, en tout cas chez nous, c'est tolérance zéro. Et les managers le savent. C'est-à-dire qu'on ne plaisante pas avec ça. L'éthique nous se résume en 4 chapitres. Le premier, c'est le respect de la réglementation, quel que soit le pays où on est, une conformité avec les lois, avec les règlements. Ça paraît basique. Ce n'est pas si simple que cela. Et je peux vous assurer que toutes les lois et les règlements, y compris dans le domaine de l'éthique, ne sont pas si évidentes que ça. Et ça suppose une formation. Dans 70 pays du monde. Donc on a autant de prismes culturels. Et... Ouais, déjà, le premier... respecter les lois et les règlements est déjà pas mince. Mais ce n'est pas suffisant dans le domaine de l'éthique. Pour nous, un manager, il doit se comporter avec honnêteté et puis promouvoir une culture d'intégrité. C'est important. Un manager, c'est quelqu'un qui doit être reconnu pour ça, qui doit être honnête et qui doit être intègre. Alors, c'est des mots un peu basiques, mais qui veulent dire quelque chose. Il doit faire preuve de loyauté. La loyauté aussi est importante. La loyauté vis-à-vis des salariés, des collaborateurs qu'il a à manager tous les jours, mais également la loyauté vis-à-vis de toutes les parties prenantes qu'on peut trouver, aussi bien les clients, bien évidemment, quand on prend un engagement, quand on signe un contrat, on le respecte. Ça fait partie aussi des règles éthiques du groupe. Puis le 4e point, mais je pourrais revenir un peu plus tout à l'heure, c'est le respect des autres. C'est quelque chose qui est important. On a absolument à conjuguer, quand on est manager, développement économique et développement humain. Et là, je reprends ce qui a été dit tout à l'heure par nos étudiants. Le développement humain est une composante essentielle du management aujourd'hui. Et je pense que c'est de plus en plus fort. Aujourd'hui, un manager, il ne peut pas être tourné que vers le soleil, excusez-moi, il ne peut pas être tourné que vers ses patrons, il faut qu'il soit tourné vers ses collaborateurs. C'est essentiel, parce qu'un manager qui gagnera, c'est quelqu'un qui est capable à la fois de donner une vision, de donner un cap à ses collaborateurs, mais aussi de créer des conditions pour que les collaborateurs puissent innover, puissent être agiles et être très, très réactifs. Et je pense que le premier devoir d'un manager, c'est de développer ses collaborateurs. Aujourd'hui, les compétences bougent de plus en plus vite et les besoins en compétences varient très rapidement. Donc il ne s'agit pas de dire, voilà, je vais aller chercher les compétences quand j'en aurai besoin. Il s'agit d'avoir dans ces équipes des gens qui sont capables de s'adapter, d'avoir les compétences dont on a besoin à tout moment. Ce qui n'est pas un petit sujet, là on s'adresse à une communauté d'ingénieurs brillants, et vous ne me direz pas le contraire. Absolument. Mais ce qui veut dire que dans le pari qu'on fait avec eux, c'est moins dans le corpus, certes important, considérable et de qualité, avec lequel ils sortent. Mais c'est quoi? Alors, moi, je vais puis comme je suis de cette école, je peux y aller. En fait, disons les choses quand on embauche quelqu'un aujourd'hui, c'est pas une expertise qu'on embauche, c'est pas une compétence. Je suis désolé. Ce qu'on va chercher, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter, c'est quelqu'un qui a une agilité, c'est quelqu'un qui a un caractère innovant. C'est ça qui nous intéresse, et c'est ça qui nous intéresse, par exemple, dans la formation arts et métiers. Je vais quand même faire la pub pour mon école, mais je veux dire, c'est avant tout ça. Donc je ne dis pas que l'enseignement que vous avez n'est pas intéressant et n'est pas important. Bien évidemment qu'il est important, mais ce n'est pas avec ça que vous allez faire votre carrière. Donc ce qu'on achète, entre guillemets, excusez-moi, je vais être provoquant jusqu'au bout, c'est vraiment une capacité d'adaptation, une compréhension de l'environnement managérial dans lequel nous nous trouvons dans ces entreprises et comment on va être capable d'embarquer des collaborateurs, comment on va être capable de les motiver, de leur transmettre cette énergie, cette passion dont on a besoin quand on est manager. En tout cas, c'est ça qu'on cherche, nous, dans un manager éthique et responsable. Si vous le permettez, avant de passer la parole à Paul Bonfacombi, comment vous réagissez à ce que vous entendez d'Henri Ducret? Il a raison, donc c'est vrai que c'est... Non, mais il y a une surprise dans le fait qu'on dise, finalement, on attend de vous surtout que vous ayez une capacité à vous développer, à continuer à avancer.
C'est vrai qu'en plus, ce qui est le plus étonnant, je dirais, c'est que nous, quand on est à l'école, c'est vrai qu'on apprend, on apprend des compétences et qu'on nous dise que finalement l'humain, la personne qu'on est, au-delà des compétences, c'est très important aussi pour trouver un emploi. C'est particulier quand même parce qu'on se dit qu'on ne peut pas se reposer que sur ce qu'on apprend à l'école, mais aussi sur ce qu'on est, donc c'est autre chose. Gilles, un petit mot. Alors, je suis tout à fait content d'entendre ce que disait l'intervenant. C'est vrai que la richesse d'une entreprise, c'est l'humain. C'est l'humain avec un grand H. C'est pas les biens immobiliers, c'est pas ce qui est en trésorerie, c'est vraiment l'être humain. Parce que sans humain, l'entreprise ne vit pas, ne progresse pas. Alors Paul, on va changer. À ce moment-là, prenez le micro qui est sur le pied si vous voulez et on va donner le sans fil comme ça. On va distribuer les rôles. Voilà, super. Et je vous laisserai prendre celui qui est sur le pied. Paul Bofakombi, comment réagissez-vous? Comment percevez-vous cette idée du manager éthique et responsable? Alors, je rejoins beaucoup ce qui a été dit juste avant. Pour moi, un manager éthique et responsable, et surtout un manager responsable, c'est quelqu'un qui est conscient qu'il y a des droits et des devoirs. En étant manager, on a à la fois des droits et certains avantages, mais aussi beaucoup de devoirs. Et on voit que dans un monde qui change beaucoup et très très vite, qui demande effectivement beaucoup d'agilité, beaucoup de réactivité, c'est effectivement les personnes qui font la différence, et ce sont les équipes qui savent répondre ou non aux challenges qui sont là dans le monde. Je pense que à la fois au MEDEF et à la fois dans ma vie personnelle, professionnelle d'accompagnement de dirigeants, je crois qu'il y a 3 enjeux aujourd'hui essentiels. On voit qu'il y a un curseur qui a été de plus en plus loin vers le court terme et qui a questionné le sens de l'entreprise, donc qui a redonné du sens à ses collaborateurs, redonné du sens à l'entreprise. Il y a une question de lien. Il y a eu souvent dans nos entreprises, particulièrement peut-être dans les entreprises en France, un déficit de collectif, et on est en train d'essayer de retrouver ce collectif et de retrouver les conditions de la confiance. Et il y a eu un excès aussi dans un certain style de leadership où on a mis un accent très très fort sur les têtes bien faites et sur des managers ou des dirigeants qui devraient avoir réponse à tout. Et on est en train de se rendre compte aujourd'hui, avec le monde complexe et incertain qui nous entoure, que créer les conditions de la confiance, c'est effectivement redonner du sens, créer du lien et donner un cadre qui permette en fait aux gens de se repérer. Alors je sais que vous aviez une petite mise en garde sur le mot éthique, qui est un mot certes important, mais sur la façon dont vous pouvez le comprendre, ou ce qu'il fallait... Alors mise en garde, je dirais pas mise en garde, mais effectivement, si on regarde dans les entreprises, il y a 2 manières d'aborder l'éthique. Il y a quelque chose qui est afficher des valeurs sur un mur, et puis il y a après le faire vivre. Et Henri Ducret tout à l'heure disait combien ça demande du temps et de l'investissement pour chaque collaborateur et chaque entreprise pour mettre en œuvre au quotidien l'éthique, puisque l'éthique c'est un socle de valeurs, c'est un socle de référence, et après chaque personne au quotidien va devoir poser des choix et prendre des actions, poser des actes qui vont interpeller quelque chose en sa personne. Et donc effectivement, je suis beaucoup plus à l'aise avec la notion de manager responsable qu'avec la notion de manager éthique, qui me semble parfois un peu lointaine dans notre vocabulaire français. Je ne le dirais pas dans un vocabulaire anglo-saxon, mais plutôt dans notre histoire et dans notre vocabulaire français. Ce qui pointe du doigt le fait qu'il y ait une dimension culturelle derrière l'expression, ce qui n'est pas rien quand on est un groupe multiculturel. Quand il s'agit de définir si ce n'est des standards, en tout cas une docte règle effectivement à l'échelle du groupe. Alors on a là, je ne sais pas ce que vous en pensez, une image plutôt claire qui se dégage de ce que peut être, de ce qu'on peut attendre, à la fois du manager éthique responsable. Pourtant, derrière, la mise en pratique est loin d'être évidente et on le mesure dans un groupe de plus de 150 000 collaborateurs, faire en sorte que ces valeurs, au-delà des mots, dans la pratique quotidienne, et ça peut passer par des actes de management tout à fait basiques,
soit respectée. Et ça va poser des questions derrière. J'ai envie de passer la parole à Lucille, qui, on l'a dit, elle est alternante, donc elle a fait des parcours en entreprise. Et vous avez été, quand on a préparé ensemble, vous m'évoquiez une histoire, vous avez été marquée par un contre-exemple sur des dysfonctionnements managériaux. Ça nous parlera à tous, hein, c'est des histoires qu'on a tous vues ou vécues. On vous entend parfaitement. Okay. Alors, pendant ma première expérience en entreprise, donc j'ai eu mon manager qui était également manager d'un groupe alors pour le coup c'était des techniciens, donc une équipe de techniciens, et ces techniciens étaient placés sur un contrat, donc chez un client. Et on venait juste de gagner en fait ce contrat, donc c'était une nouvelle équipe de techniciens sur place, un nouveau manager. Et il y a eu quelque chose qui s'est très bien passé. Donc le manager est arrivé, il a tout de suite, pour le coup, il s'est vraiment intéressé à chacune des personnes pour instaurer un climat de confiance, je dirais. Et donc du coup, dans les mois qu'on suivit, c'est vrai que si le manager avait besoin d'aide, par exemple, s'il avait besoin qu'un technicien reste quelques heures de plus le soir parce que voilà, besoin d'effectifs, problème technique, les techniciens étaient bien sûr... on n'avait aucun problème à dire oui, il n'y avait aucune hésitation. Et est arrivé au bout d'un certain moment, donc quelques mois encore plus tard, où cette situation s'est un peu inversée. Cette fois-ci, c'était... Alors, ça s'est passé... Il y a eu plusieurs cas, je dirais, dans cette équipe. C'était une équipe d'environ 15 personnes, où, premièrement, la plus marquante pour moi, en tout cas, qui était spectatrice de tout ça, parce que finalement, je n'ai pas été touchée personnellement, mais plus en tant que spectatrice, le cas où un employé a fait tout simplement une demande de congé pendant la période d'été, donc sachant que dans mon entreprise, dans cette entreprise-là, en tout cas, il y avait une obligation de poser un minimum de 3 semaines de vacances pendant la période entre juin et octobre, je crois. Et donc ce technicien avait demandé à poser 3 semaines pour aller voir sa famille durant les vacances d'été. Le manager, enfin ce manager-là en tout cas, lui a répondu que ça ne l'arrangeait pas du tout, que malgré qu'on pouvait passer outre cette règle de 3 semaines durant les congés d'été. De toute façon, c'est pas grave, on s'arrangera, mais là, ça m'arrange pas, j'ai besoin de toi sur le site. Ça, c'est une situation business d'entreprise classique, ça peut toujours arriver, et c'est là que le lien de confiance est important. Donc exactement, le lien de confiance étant créé, le technicien dit bon tant pis, je le poserai plus tard quand je pourrai, mais bon tant pis, c'est pas grave. Le moment est arrivé, donc c'était la fin de l'année. On était fin novembre et là le manager vient voir ce technicien et lui dit non mais attention, t'as pas posé tes vacances cet été, on arrive à la fin de l'année, écoute, t'as pas le choix, tu les poseras là fin décembre. Donc 3 semaines posées fin décembre comme ça. Donc le technicien lui dit non s'il te plaît, vraiment ça m'arrange pas du tout, ma famille elle est à l'étranger, là je sais qu'elle sera pas là cette période, ça sert à rien que je pose des vacances si je vais pas les voir, je les poserai l'année prochaine. Il lui dit non, déjà tu étais censé les poser cet été, c'était la loi, tu l'as pas fait, donc de toute façon elles seront posées et t'as pas le choix. Au final, il n'a pas eu le choix, hein, concrètement, c'est pas lui qui décide, donc ses vacances ont été posées en décembre et il n'a pas pu du coup, aller voir sa famille, il est resté en France et au final, il y a eu cette rupture de confiance qui a été créée. Et par la suite, donc ça s'est passé avec un des techniciens. Et par la suite, il y a eu ce genre de perte il y a eu une perte de confiance avec tous les autres techniciens un par un. Il y en a eu parce que il y en a certains qui avaient eu par exemple besoin de partir 1 heure plus tôt pour aller chercher leurs enfants à l'école et on leur disait non, c'est pas possible, vraiment, je peux pas accepter ça. Ou des cas, je sais pas, plein de cas comme ça en fait qui se sont enchaînés. Alors, petite situation managériale classique, parfois dysfonctionnante, on le voit, mais grands effets. En effet, alors 1 an et demi après l'obtention de ce contrat, et du coup à peu près 1 an après un an et demi après l'obtention de ce contrat, on a remarqué une baisse de motivation chez les techniciens. Tout simplement, quand le manager venait les voir, elle leur dit comment ça se fait que là, tu veux pas rester 1 heure de plus. Il leur disait, écoute, moi, mon contrat, c'est 8h, 16h ou 8h, 17h.
Il n'y a rien qui me force à rester plus de temps que ça. Je pars, je rentre chez moi et j'ai pas de compte à te rendre concrètement par rapport à ça. Mon travail est fait. Et ça s'est passé comme ça avec tous les techniciens. Et au final, 6 mois après, on a perdu le contrat. Pourquoi ? Parce que le client, concrètement, a vu qu'il n'y avait plus l'ambiance du début, il n'y avait plus surtout l'investissement qui était donné au départ. Et moi, en tant que spectatrice, j'ai clairement vu que c'était, et même en parlant avec, que ce soit avec le manager ou avec les techniciens, avec cette équipe, l'idée est clairement qu'au début, il y avait un investissement parce que c'était soi-disant donnant-donnant, bien qu'il y ait eu que donnant d'un côté au début. Et au final, quand on a demandé justement le donnant en retour, il a vraiment pas été là. Et du coup, la perte de motivation, la perte d'envie, tout simplement, a fait qu'on a perdu ce contrat, donc perte d'argent concrètement. Ça peut passer pour une anecdote, c'est du management très classique, mais fondamentalement derrière, il y a des enjeux business. Paul Boffa-Combi, dans le genre de situation, comment d'abord est-ce qu'on peut gérer dans ce genre de situation ? Je sais que vous dites, mais souvent on peut changer les choses de l'intérieur. Oui. Je sais que vous, par exemple, dans des situations managériales différentes, dans des cultures d'entreprise différentes, vous avez agi, je pense l'histoire chez Accenture, par exemple, pour faire bouger l'entreprise de l'intérieur. Je pense qu'en fait la situation, sans l'excuser, parce que je pense que c'est pas excusable, mais pour l'expliquer, c'est la pression dont on parlait tout à l'heure, qui est sans cesse plus prégnante sur les épaules d'un manager qui doit en plus reporter à sa hiérarchie et donc qui à un moment T peut avoir des repères et puis un T+1 peut avoir des repères différents. Bien sûr sans excuser la situation. Je pense qu'en fait on est vraiment dans un cas flagrant où si on ne donne pas de sens aux collaborateurs et si on ne donne pas un donnant-donnant clair, un gagnant-gagnant clair, effectivement, Gallup, je crois, chiffrait à 14% de désengagés équivalait à 328 milliards de pertes de productivité, si ma mémoire est bonne, c'est en tout cas dans ces eaux-là. Lucille a donné les exemples de concrètement comment ça se définit. Après, je pense que chacun a sa part de responsabilité. Le manager a sa responsabilité, mais aussi chacun des acteurs de l'équipe a sa responsabilité. Et effectivement, à un moment donné, un manager ne peut pas continuer ce cercle-là si, en fait, toute l'équipe va lui parler. Alors après, je rebascule la responsabilité. À la fois, c'est comme ça que, en tout cas, en tant que coach de dirigeant, alors je suis avec des équipes de direction, donc c'est un petit peu différent, mais quand vous voulez remettre de la confiance, en fait, il faut déjà relibérer la parole et recréer des conditions pour qu'en fait les gens se disent les choses. Et à partir du moment où on se dit les choses, et effectivement, comme vous l'avez cité, moi je l'ai fait assez vite, très tôt dans ma carrière chez Accenture, donc je parle en ayant fait moi-même. Je pense que si on n'accepte pas un certain nombre de choses et qu'on le dit de la bonne manière, il faut apprendre à le dire de la bonne manière, on peut effectivement renverser une situation qui se dégrade. Je vous fais réagir, Henri Ducret. Alors ce genre de situation, je pense qu'on l'a tous vécu, c'est classique. Comment est-ce que l'entreprise peut se protéger, peut mettre, alors peut-être en œuvre une culture du dialogue ou de la non-acceptation de fonctionnement non efficient, on va dire pudiquement, ou non exemplaire, non responsable? Non, enfin, je voudrais réagir parce que c'est des exemples qui sont véridiques, j'ai aucun doute là-dessus, et c'est la vraie vie qui se passe comme ça. Par contre, ce qu'on essaie effectivement de faire, alors je dis qu'on essaye de faire, c'est pas pour ça qu'on va avoir tous nos managers exemplaires, etc., c'est de faire réfléchir chaque manager sur le rôle qu'il a en tant que manager. Oui. En tant que DRH, moi j'avais une ambition démesurée, c'était que chaque manager réfléchisse 1 heure par an à son mode de management. Et j'ai pas réussi, j'ai échoué. Je suis désolé, mais j'ai pas réussi. Mais je vous assure que voilà, si chacun prenait juste le temps de réfléchir 1 heure par an à quel mode de management et
comment je transmets cette énergie, cette motivation? Je pense que le manager dont on parlait tout à l'heure aurait sans doute changé son attitude et compris assez vite que ce n'était pas la bonne méthode pour arriver à aller... et que ce n'était pas un problème de respect d'éthique. C'est pourtant un problème d'éthique parce que c'est quand même un problème de respect des collaborateurs. C'est un problème d'honnêteté vis-à-vis des collaborateurs, mais qu'au-delà de ce mot éthique, c'est un problème de business, puisque derrière, c'est un contrat qui a été perdu et un contrat de confiance qui est là. Donc nous, on essaie de faire en sorte que chaque manager réfléchisse à son mode de management. Donc on a une université dans laquelle on essaie de réfléchir à ces questions-là et surtout de faire réfléchir nos managers. L'autre point, c'est qu'il y a aussi une responsabilité du N+1, parce que ce manager, il a un manager, bien évidemment, et à Engie, tous les managers ont un bonus qui va dépendre à 20% de la façon dont ils managent leurs équipes. Alors 20%, on peut penser que ce n'est pas important, alors ça dépend de 20% de quoi, bien évidemment. Mais 20% d'un bonus... 20%, ça commence à être sensible. Et surtout, ce qui est important, au-delà de 20% du bonus, c'est cette discussion qui doit exister entre le manager, enfin le N+1 et le N, sur comment moi je vois ton management et voilà pourquoi cette année, je suis désolé, mais tes 20% tu les auras pas parce que j'ai considéré que. Ça suppose que je sois capable de regarder mon N-1, de voir comment il fonctionne, et puis d'être capable d'avoir cette discussion avec lui de manière ouverte et constructive, puisque là aussi il ne s'agit pas de démolir le manager, mais de lui faire comprendre qu'il a tout intérêt à poursuivre. Mais c'est un travail immense. Voilà, l'entreprise bougera le jour où tous les managers auront compris qu'effectivement, alors on peut appeler ça éthique et responsable, en tout cas c'est manager tout simplement. Voilà, il y a des règles de management, des façons de manager qui amènent une motivation et des résultats très différents en fonction de la manière dont on s'y prend. D'accord. Alors voilà une illustration d'un système qui doit permettre de corriger le jour où survient dans un groupe, on y revient, de 150 000 personnes, un dysfonctionnement. Et pour compléter, peut-être juste... Dites-moi. Pour compléter, je pense que je suis d'accord avec ce que vient de dire Henri. Il y a un changement de posture qui est fondamental là aujourd'hui. Et les managers ne sont pas forcément préparés. Il y a des attentes aussi différentes des jeunes générations qui bouleversent tout un tas de repères où avant on était dans un management, quoi que je fasse, de toute façon les gens seront engagés parce que c'est comme ça, ils ont un job. Je caricature, mais à peine. Ça s'appelle du présupposé, pardon. Enfin, dans ce type le niveau d'engagement... Ça s'appelle le management d'avant. Surtout. Et en fait, il y a eu un système comme ça. Et donc, on est dans une période charnière où, effectivement, chacun des managers doit se repositionner sur un style de management différent, où on doit aller chercher l'autre là où il est. On doit le respecter, effectivement, le faire grandir. Et c'est ce que les gens attendent. Et en plus, on n'a juste plus le choix, parce que dans le monde complexe et incertain d'aujourd'hui, les réponses, on ne les a pas tout seuls. Mais donc, ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment un déplacement de mindset ou d'état d'esprit pour ces managers, et donc c'est là le chemin effectivement, et il suffit souvent parfois que quelqu'un dans l'équipe ose le dire, ou que effectivement le N+1 voire le N+2 ose le dire, pour que le switch se fasse. Henri Ducret, vous souhaitiez juste deux points sur lesquels je voulais insister. Premièrement, dans l'entreprise, on a un système qui permet, alors les techniciens ne l'ont peut-être pas utilisé, mais le système n'existait peut-être pas dans l'entreprise où vous étiez, mais de faire une alerte en fait managériale, en dehors, sans passer par son manager bien évidemment. Donc on a un système qui s'appelle Informe éthique, dans lequel on fait remonter les dysfonctionnements de ce type et d'autres, parce qu'il y en a des dysfonctionnements bien évidemment, parce que dans ce système-là, Engie remonte environ tous les ans un peu moins de 200 dysfonctionnements. Ce qui n'est pas considérable. Hein. Non, et il y en a 40% qui sont avérés, parce que naturellement tout ce qui remonte après, vous imaginez dans ce qui remonte, il y a aussi un peu de vengeance, il y a un peu de tout, mais il y a 40% qui sont avérés. Donc vous voyez que c'est important, et c'est quelque chose qui permet à chacun de faire remonter des dysfonctionnements éthiques qu'il pense importants. La deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c'est que voilà, notre manager, s'il a bien compris dans quel monde il vivait, moi, j'ai eu la chance d'être manager à un moment où on gérait des certitudes. Et donc, voilà, on disait les choses, on les faisait, et c'était assez simple. Aujourd'hui, un manager, il ne gère pas des certitudes, il doit avoir une capacité forte à gérer des incertitudes. Et en fait, on va reconnaître un bon manager à sa capacité à gérer des incertitudes. Et ces incertitudes, il ne peut pas les gérer tout seul. Il les gère avec une équipe, et c'est une équipe qui va gérer ces incertitudes. Et ça suppose un rapport
entre les individus de cette équipe qui est bien différent de ce qu'on appelait le rapport hiérarchique d'il y a quelques années. Donc ce manager qui veut gagner, dans ce monde rempli d'incertitudes, il faut qu'il crée un climat dans son équipe, un climat de confiance, de motivation, et puis une vision qui soit partagée. Ça suppose sans doute des qualités managériales qui sont différentes que celles que l'on connaissait précédemment. Et c'est là peut-être que l'heure de réflexion annuelle, rétrospective sur son mode de management peut être vertueuse, voire salvatrice. Pour rebondir sur ce que vous évoquiez, je partage juste avec vous, puisque notre ami de Renault n'est pas là, juste pour la façon dont le groupe Renault a positionné sa cellule éthique. La cellule éthique de Renault, alors elle est née après le scandale qu'on a peut-être tous en tête de la vraie fausse affaire d'espionnage. Très important, qui a quand même ébranlé le groupe sur bien des plans, puis aussi sur ses certitudes. Eh bien, ils ont créé une cellule éthique indépendante de la hiérarchie, directement rattachée au CIO, qui travaille étroitement avec la DRH, mais qui est totalement indépendante de l'organigramme, mais qui, comme chez vous, reçoit par un lien direct les signalements qui sont envoyés, les signaux qui sont envoyés par l'ensemble des collaborateurs du groupe, et avec à chaque fois le recours possible, mais sans lien hiérarchique, aux directions compétentes pour explorer le sujet, mais surtout le reporting direct au COMEX et PDG du groupe. Résultat de l'histoire, c'est une réaction à une situation de crise. Gilles, je crois que vous avez une question sur un risque, parce que, alors là, on a vu une situation dans laquelle, incontestablement, problème managérial avec une traduction business. Ce n'est pas toujours le cas, et il y a un risque derrière. Oui, tout à fait. Je me posais la question, comment l'entreprise peut s'assurer que la qualité éthique et la responsabilité du manager ne sont pas reléguées au second plan après les seuls indicateurs financiers. J'ai un patron qui dit que, et qui le met haut et fort en disant qu'il n'y a qu'un risque qui peut faire tomber une entreprise brutalement, c'est un risque de réputation. Oui. Et ce risque-là, il ne pardonne pas. Alors peut-être des entreprises qui ont réussi à... Mais vous voyez qu'ils sont passés quand même pas très loin. C'est des enjeux de survie. Hein, Là, on est sur des enjeux de survie. Donc le risque de réputation, ce risque-là, c'est tolérance zéro. Donc la règle est connue. Et un manager... Voilà, sait que si jamais il franchit la ligne, c'est dehors. C'est même pas discussion. Après, on discute des conditions dans lesquelles il va partir. Ça, c'est d'accord, mais c'est dehors. Voilà. Et cette règle, elle est connue. Je peux vous assurer que ça n'empêche pas de les franchir, mais en tout cas, il y a peu de gens qui les franchissent volontairement. Ça peut arriver de les franchir involontairement. Mais même si c'est involontaire, désolé, c'est dehors. Hein, c'est pareil. Alors ça, c'est sur un risque ultime qui est identifié dans le groupe. Oui. Après, sur d'autres manifestations du volet éthique, management éthique et responsable. Encore une fois, on veut que 2 fois par an, cette discussion elle ait lieu entre le N+1 et le N sur 2 points. C'est comment je manage, la façon dont je m'y prends, et puis qu'est-ce que je fais dans le domaine de l'éthique. Quelle est ma contribution au rappel des règles éthiques et de ce qu'on peut faire. Donc tous les membres du COMEX ont bien évidemment cela à relayer, mais pas seulement. On a 250 personnes dans l'entreprise dont le rôle principal est la diffusion de ces règles éthiques. Et tous les managers, dans leur entretien qui a lieu 2 fois par an, doivent avoir une discussion avec leur N+1 sur la façon dont ils prennent en compte l'éthique dans leur business. Mais encore une fois, c'est une réflexion, ce n'est pas une barrière absolue et ça n'empêchera pas peut-être certaines dérives, mais en tout cas, personne ne peut dire à Engie qu'il n'était pas au courant. Ça, je peux vous assurer que personne ne peut dire qu'il n'était pas au courant. Ça change un tout petit peu le mindset. Paul, comment réagissez-vous à ce risque de faire passer, qui est un risque alors, avéré ou pas, mais de faire passer au second plan derrière le business, l'enjeu chiffre, ce sujet? Je pense que, alors je vais tout à fait dans le sens de ce qui a été dit déjà. Il y a effectivement un risque de réputation avec une société d'information qui laisse pas rien passer, donc qui est plus prégnant que jamais et qui a, je pense, permis d'augmenter la prise de conscience justement des managers que l'humain était au cœur de la performance et plus que jamais au cœur de la performance. Et je pense que plus on ira justement vers des sociétés d'information et de connexion, et plus en fait l'humain va redevenir au cœur de tout ça. Je pense qu'il faut
faut développer un état d'esprit dans une entreprise. On parle beaucoup d'un état d'esprit d'exemplarité, de courage. Parce que ça demande du courage que d'aller voir justement comment je peux équilibrer ce court terme et ce long terme. Parce qu'une entreprise qui n'est pas bénéficiaire, ça n'est plus une entreprise, on est bien d'accord. Une entreprise qui ne serait là que pour les quarters, ça n'en est plus non plus parce qu'on voit les excès que ça donne et effectivement la démobilisation. Donc il y a un espèce de balancier. Un dirigeant, un manager, il doit toujours être au milieu d'un curseur, entre le moyen terme et le long terme, entre l'humain, l'économique, l'environnement, etc. On peut aller le global, le local. Et après, c'est comment moi, en tant que personne, je développe des repères à la fois intérieurs, qui sont les miens. Donc ça parle de mes valeurs. Qu'est-ce que je donne comme sens à mon action dans l'entreprise? Quelles sont mes valeurs? Quels sont les comportements que j'ai envie d'adopter? Et l'entreprise, pour moi, a un rôle pour donner des guidelines et des repères assez précis. Et à la fois, l'entreprise ne peut pas être derrière chacun des individus. Donc c'est vraiment un état d'esprit et qui percole du haut vers le bas. Et on voit aussi maintenant le bas vers le haut, puisque en fait, justement, les questions, les interrogations qui viennent dans les équipes et qui ont des répercussions justement économiques, font que ça se questionne aussi en haut. Et donc c'est un cercle vertueux. Comment réagissez-vous, chère Lucille? Alors on regarde l'anecdote qu'on racontait. Est-ce que c'est de nature à vous rassurer, cette transparence, cette façon cette culture qu'on essaie d'instiller? Quid de la capacité à le répandre à l'intérieur du groupe, dans toutes les arcanes? Alors oui, entièrement, vraiment, ça peut aider à pallier certains problèmes. En revanche, bien sûr, comme il a déjà été dit, on ne pourra jamais empêcher des déviances, parce que ça aussi, c'est l'humain finalement. Bien sûr. En revanche, moi j'ai une question, du coup, comment est-ce qu'on peut s'assurer que ce mode de management, il se concrétise dans l'ensemble du groupe? Dans tous les pays du monde. Comme disait ma grand-mère, un escalier, ça se balaye par le haut. Et je pense que l'exemplarité est quelque chose d'important. Par exemple, à Engie, on demande aux managers d'être bienveillants. Alors, ça peut paraître là aussi très bucolique, etc. Non, je peux vous assurer que c'est important. Mais ça veut dire que le CIO ou le DGA, il est aussi bienveillant dans son attitude vis-à-vis des gens qu'il peut rencontrer. Moi, je crois beaucoup quand même à l'exemplarité et au fait que voilà, on a des valeurs, on a ce qu'on a déclaré être un management way à Engie, et il faut qu'il soit appliqué par les dirigeants de ce groupe. On a 600 dirigeants dans le groupe. Si vous avez 600 dirigeants, sur 150 000, c'est pas grand-chose, mais ça commence déjà à compter, et qui ont ça comme valeur importante. Alors à ce moment-là, ça doit se décliner, forcément, puisque ces 600 dirigeants, ils ont des collaborateurs, ils ont chacun une dizaine de collaborateurs qu'ils managent en direct, et vous voyez bien que ça va commencer à percoler en cascade. Mais il faut un petit peu de temps, il faut avoir une exigence. Encore une fois, c'est pour réussir, il faut être exigeant. Il ne faut pas accepter les dérapages. Il faut être intransigeant avec les dérapages quand ils arrivent. Mais pour pouvoir être intransigeant, il faut être soi-même exemplaire. Sinon, on ne peut pas exiger des autres ce qu'on n'exige pas de soi-même, bien évidemment. Donc, c'est quelque chose d'important. Et encore une fois, un manager, il faut qu'il comprenne qu'il va être évalué sur ses résultats financiers bien évidemment et les résultats de l'entité qu'on lui a confiée, mais qui va être évalué également sur la façon dont il va être capable de développer ses collaborateurs. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, mais pour moi c'est aussi important d'être capable de développer des collaborateurs. Il n'y a que comme ça que dans la durée, on réussira à obtenir des résultats. Et quand je dis dans la durée, je vous assure que les durées sont de plus en plus courtes aujourd'hui. C'est dans la durée, ce n'est pas dans les 20 ans. Si on n'est pas capable de développer ses collaborateurs, je pense que l'exemple qui a été montré tout à l'heure montre que ça dérape très très vite. Et montre aussi qu'on a des gens sensibles, en particulier chez les jeunes qui arrivent, qui de toute façon seront des moyens d'alerter l'organisation et de la protéger contre. Ceci dit, je pense qu'avant, de toute façon, les gens le disaient moins, mais enfin que la motivation n'y était pas. Moins. Mais je pense que même il y a 10 ans, cet exemple-là, alors peut-être que ça aurait été moins expressif, mais en tout cas, ça n'aurait pas été toléré. La motivation, ça serait ressenti, bien évidemment. Vous utilisez des dispositifs d'évaluation type 360 ou...
Oui, alors c'est quelque chose que l'on fait. Alors c'est important aussi ce 360 parce que vous voyez bien que le 360, ça veut dire comment les collaborateurs me considèrent. Et ça, voilà, ça montre que si voilà, je veux avoir une évaluation qui soit correcte, eh bien, il faut que je sois bienveillant avec mes collaborateurs, que je les aide à se développer. Ce qui ne veut pas dire là aussi que je vais tolérer n'importe quoi de leur part, mais il va falloir que voilà, je m'occupe de mes collaborateurs, je sois capable de les écouter et d'être capable d'être à leur service. Donc on développe ces 360. Là aussi, on démarre. On démarre, c'est pas tout à fait juste. On a expérimenté avant avec 300 dirigeants du groupe. Et aujourd'hui, on veut généraliser la démarche. Donc là, cet été, on commence par les membres du COMEX qui vont avoir chacun leur 360. Donc même logique. On descend. On a commencé par le haut. Et... Non, mais... Alors, on a expérimenté avant quand même, hein, je tiens à le dire. On a expérimenté avec 300 personnes, ce qui est quand même une belle expérimentation. Mais on veut effectivement partir du haut. Il n'y a pas de raison que les membres du COMEX n'aient pas également ce 360 qui leur permettra d'avoir un retour sur la façon dont ils sont perçus par leurs collaborateurs. Peut-être pour conclure cette table ronde, allez-y, Paul. Je pense qu'il y a... Donc moi, je suis alignée sur l'exemplarité. Je crois qu'il n'y a pas d'autre méthode. Je pense que c'est ce qu'on essaie de faire au MEDEF. On essaie de montrer les bonnes expériences aussi, parce qu'il y aura toujours des mauvaises expériences. Mais en fait, je pense qu'on grandit aussi en montrant d'abord le lien entre la performance et l'humain. Donc plus j'investis sur l'humain et plus en fait mon entreprise va être performante, mais encore faut-il le mettre en valeur. Et nous on a participé on a mis en place au MEDEF une initiative qui s'appelle Patron Champion du Changement. Et l'idée en fait c'est de montrer justement tous les bienfaits de l'engagement de certains patrons et d'aller miser sur les réussites pour qu'il y ait encore plus d'envie ailleurs et que du coup en fait ces comportements-là soient de plus en plus marginaux. Donc on peut le faire au sein d'une entreprise, on peut le faire au sein des entreprises en général, mais aller aussi revisiter ces réussites, parce que si on ne revisite pas ces réussites, on ne se souvient plus non plus que ces réussites, elles ont été faites aussi d'échecs avant. Et c'est parce qu'on a appris des échecs avant que la fois d'après on fait mieux. Parce qu'autrement, on pourrait aussi se dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur et à ce moment-là, on arriverait dans un autre problème. Donc il y a les erreurs très graves, là, tolérance zéro, bien sûr. Et puis après, il y a aussi tout ce qu'on fait une fois dans notre vie et puis on en apprend quelque chose parce qu'effectivement, on a eu un échec. Et peut-être que ce manager, en tout cas, je lui souhaite, il aura appris l'expérience d'avoir perdu son projet, que la prochaine fois, il va manager différemment. En tout cas, les collaborateurs l'ont appris, y compris nos jeunes étudiants. Merci beaucoup. Un grand merci. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci Henri Ducré. Merci Paul Bonfacombi. Merci à vous deux.